Ok, stop, c'est bon, ça me suffit. Bon, ça y est, t'es convaincu? On la lance cette chaîne YouTube? Je peux te poser une question? Vas-y, hein, je peux ça prête de toute façon. Tu pensais vraiment ce que tu me disais quand tu me racontais que YouTube était plus diversifié que la télévision? Bah oui. Pourquoi? Ouais. Alors on n'a pas dû regarder les mêmes vidéos, toi et moi. Oh, il se passe quoi là? Ah bah ça y est, tu les vois. Bien. T'es prêt? Fais comme si avec moi. Je peux y aller? Vas-y! Ok. Tout d'abord, YouTube, qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir parler de YouTube, il faut tout d'abord revenir sur de nombreux prérequis. Des choses qui vont paraître évidentes mais qui sont nécessaires de rappeler pour bien placer le contexte de création. Et ainsi, mieux cerner les évolutions de l'histoire du deuxième site le plus consulté au monde derrière Facebook et Amazon. On aura l'occasion d'en reparler de Facebook. On aura l'occasion. Je vous ferai pas l'affront de vous expliquer en quoi consiste YouTube. Très simplement, c'est une plateforme de diffusion en ligne qui a su prendre du galon au fur et à mesure des années et proposer une offre de contenu de plus en plus diversifiée. Mais alors du coup, d'où ça vient? YouTube, c'est avant tout le travail de 3 personnes. Tous les 3 travaillaient à l'époque au sein d'une toute jeune entreprise, PayPal. Nous sommes alors en 2005, le 14 février 2005 pour être exact, et le nom de domaine youtube.com est déposé. L'idée de base de la plateforme est alors très simple. Toute personne disposant d'une caméra ou d'une connexion à Internet peut partager des vidéos avec le monde entier. Alors à l'époque, il semble clair que l'essentiel de la réputation de YouTube vient du bouche à oreille. La grande majorité des vidéos tournées sur la plateforme sont des vidéos qui ont été filmées avec des appareils photo de l'époque. Ce genre de choses là. Laissez-moi vous présenter Me at the Zoo, enregistré par Jawed Karim, première vidéo postée sur le site et qui je pense est un formidable témoin de cette époque de Internet. Concernant le modèle économique, on est sur le même que la plupart des sites de l'époque. L'essentiel des revenus générés par le site proviennent des publicités qui s'affichent sur celui-ci. Mais derrière le contenu présenté comme soi-disant amateur, on se rend compte au fur et à mesure du temps que la plateforme regorge de contenus soumis aux droits d'auteur, tels que les films ou la musique. C'est d'ailleurs ce qui posa problème à YouTube en février 2006. La NBC et d'autres groupes médias déposèrent une plainte contre la plateforme pour la diffusion et la récupération de profits sur le contenu tiers. Sur cette période, YouTube gagnait en visibilité et en autorité auprès du grand public, mais cela entraîna un grand changement fondamental dans la politique d'hébergement de ces vidéos. Ce retour historique nous permet donc d'aborder un premier point, le Content ID. Et comme on ne va pas rentrer plus en profondeur dans la chose, je vous renvoie vers un lien qui saura vous l'expliquer. Pour résumer simplement la situation, suite à cette polémique, YouTube décida de repenser fondamentalement sa politique de droit des vidéos sur sa plateforme en fonction de ses partenariats. La plateforme autorise les ayants droit, éditeurs, producteurs, à générer des revenus en ligne sur du contenu dans lequel ils apparaissent, afin de limiter au maximum leur exploitation illégale. Précise quand même qu'on est loin avant le lancement de la monétisation des vidéos sur YouTube. La même année, YouTube est racheté par Google et sa croissance devient exponentielle. Le nombre d'utilisateurs devient celui que l'on connaît aujourd'hui. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2006, seulement une seule vidéo avait atteint le palier du million de vues. Et c'est à partir de ce moment précis que l'on va commencer à parler de diversité de contenu sur YouTube. Enfin, tu y arrives. Mais avant, petit point stat. Aujourd'hui, YouTube, c'est 4 millions de visiteurs par jour. 48% des utilisateurs ont entre 25 et 49 ans. 49% sont des femmes et 40% des utilisateurs sont parents. Quand on demande à ce public les raisons du temps passé devant la plateforme, 64% d'entre eux le font pour se divertir, 52% le font pour apprendre quelque chose, et enfin 14% le font pour se décider avant un achat. On suppose donc facilement une variété de programmes. Il suffit d'énumérer toutes les catégories de contenu présentes sur la plateforme pour se rendre compte. Il y a de quoi plaire plus ou moins à n'importe qui. Mec, t'es en train de défendre YouTube là. Hein. Sauf que, on se retrouve devant un problème beaucoup plus complexe qu'une simple accumulation de contenu pour justifier la diversité. La diversité des contenus, elle repose aussi sur un autre aspect de la création, la régulation de la plateforme.
Pour expliquer mon point de vue, je vais faire appel à l'exemple de la télévision. Au-dessus de chaque chaîne de télé en France, il existe une autorité qui garantit la validité des contenus et leur assure une légitimité, le CSA. Avec le CSA, on a donc un organisme décidé par la loi qui contrôle, régule l'espace public formé par les médias audiovisuels. Sur YouTube, on a qui? YouTube? Et alors? Laisser la gestion d'un espace d'expression publique à une entreprise privée, ça pose plusieurs problèmes. Déjà, des conflits d'intérêts. Est-ce que tu laisserais des créateurs mettre en cause l'image de ta plateforme au nom de la liberté d'expression? Est-ce que tu laisserais du contenu pornographique, incitant à la guerre ou à la violence sur ta plateforme, et accessible à n'importe qui? Est-ce que tu laisserais des créateurs utiliser le contenu d'un de tes partenaires sans l'accord des ayants droit, sachant qu'eux te fournissent la publicité nécessaire à faire vivre ton site internet? En 2015, c'était plus de 400 heures de vidéos uploadées chaque minute sur YouTube. Comment tu vérifies tout ce contenu? Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce modèle économique est loin d'être parfait, il y a beaucoup de défauts. Notamment pour les créateurs qui peuvent se voir démonétisés ou voir retirer leur contenu sur de simples mots-clés ou d'une façon purement arbitraire. C'est notamment à cause de ça que de nombreux vidéastes se sont lancés dans les systèmes alternatifs de financement, comme la vente de produits dérivés, les partenariats, les placements de produits, ou la création d'un compte Tipeee. La limite de la diversité du contenu vidéo de YouTube dépend d'un élément simple, les revenus publicitaires, qui sont à la base de la rémunération des créateurs sur YouTube. Vivre de ces vidéos est quelque chose de compliqué en 2017, et décider de limiter économiquement les moyens d'expression d'un créateur est un moyen indirect de limiter la diversité des programmes. Il suffit de rester quelques jours sur l'onglet Tendance pour se rendre compte du type de contenu qui marche, qui n'est pas trop cher à produire et qui est sûr de trouver un public. Cherchez bien, vous devriez trouver un exemple plutôt facilement. Après, je pinaille, mais clairement, YouTube est une plateforme qui laisse plus de place aux créateurs que la télévision. Il suffit de se rendre sur la plateforme pour se rendre compte que beaucoup de vidéastes ont délaissé le circuit classique pour faire de la vidéo sur Internet, notamment pour réussir à se trouver un public plus personnalisé. Donc tu reconnais que YouTube est une plateforme qui propose plus de liberté que la télévision? Dans la théorie, oui. Mais regarde bien. Ce qui fait que YouTube est aujourd'hui pris comme une plateforme sérieuse, c'est la possibilité qui est donnée à n'importe qui de faire sa passion un métier, avec plus ou moins de réussite. N'importe qui peut devenir le showrunner d'un programme qui gérera à son gré. Cependant, je me suis renseigné, et la fuite récente des publicitaires de YouTube a prouvé quelque chose. Le système publicitaire n'est pas stable, et vivre par ses revenus lorsque l'on veut donner une opinion sur des sujets sensibles possède des conséquences. En tant que créateur, je suppose donc que tu vas te trouver parfois avec un choix très difficile à prendre. S'exprimer sur des sujets sensibles, voire tabous, au risque de se faire démonétiser par la plateforme et donc perdre ta seule source de revenus. Ou décider petit à petit de rentrer dans le moule et produire un contenu uniforme et pas original du tout. Waouh. Tu as plutôt bien résumé la chose. Ouais, mais vu comment tu m'as vendu la plateforme la dernière fois, je me dis que les gens ont dû quand même mettre en avant le contenu original. Les spectateurs ont du goût quand même.